Bonjour, nous sommes trois aujourd'hui à vous présenter cet atelier accompagner la transformation numérique des TPE-PME. Alors, normalement, nous parlons sans micro, enfin c'est comme si nous étions sans micro. Le micro, il sert juste pour la caméra là-bas et pour enregistrer les débats. Donc, il faut forcer la voix. Le micro ne sert à rien, en fait, pour tout vous dire. Donc nous sommes trois. Je me présente Françoise Rouquette. Je travaille à la Directe dans un nouveau service dont nous aurons le détail tout à l'heure. Je passe la parole pour se présenter. Bonjour, je suis Jean-Christophe Rattel, le fondateur de la société Ecoy, comme c'est écrit ici. Ecoy, c'est un spécialiste de l'équipement du cycliste. Donc, on fait fabriquer et distribuons des casques, des lunettes, du textile et des chaussures. Voilà. Alors après, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Et bonjour, Mathilde Mauvais, je travaille pour Rising Sud, l'agence de développement économique de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, je vous avais promis, on allait entrer un petit peu dans le détail de présentation de qui nous représentons ici. Donc, moi, je travaille pour la Directe, le nouveau service qui s'appelle le service économique de l'État en région. On peut avoir la slide suivante parce que ça va être très rapide. Donc, la mission de ce service, c'est assurer la prévention des difficultés des entreprises en difficulté de croissance, de financement, de trésorerie, ainsi que le traitement des restructurations des entreprises industrielles. Nous accompagnons l'innovation et la transformation numérique des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et le troisième point, nous essayons de développer la performance des entreprises des 6 filières prioritaires pour l'État. Alors, c'est un peu flou, désolé. L'énergie, la santé, l'aéronautique, la chimie, le naval et la microélectronique qui sont des filières prioritaires que l'on retrouve dans la région PACA. Donc, au-delà du fait que je me suis présentée tout à l'heure, je dois vous dire que je ne suis pas la spécialiste du numérique, puisque notre collègue Jean-François Robert, qui devait être là, présenter ce dispositif et animer cet atelier, est souffrant, donc il n'a pas pu venir. En revanche, bien sûr, c'est l'interlocuteur permanent de France Numérique et du soutien à la filière numérique pour la Directe. Alors, Rising Sud, en quelques mots, je vais vous épargner la vidéo de présentation. Rising Sud, c'est deux missions principales. Accélérer les entreprises sur la partie donc, croissance et aussi les accompagner à l'international. Et la deuxième grande mission, c'est faire grandir nos territoires, donc promouvoir l'investissement au sein de nos territoires et déployer les grands projets structurants, opérations d'intérêt régional. Alors voilà, je vous parlais donc de la société Ecoy et de la marque Ecoy que j'ai créée en 2001. Là, vous avez les photos des coureurs qu'on équipe. Ça situera peut-être un peu plus la marque. Vous avez Romain Bardet qui porte nos casques. Donc toute l'équipe AG2R La Mondiale porte les casques Ecoy. Donc cette équipe est bien sûr sur toutes les courses les plus importantes, notamment le Tour de France. Ensuite, vous avez deux coureurs de l'équipe Quick Step qui portent nos lunettes. Vous avez Philippe Gilbert donc, qui a gagné Paris-Roubaix cette année, plus 2 étapes au Tour d'Espagne là récemment, la semaine dernière. Julien Alaphilippe, que certains peut-être ont vu à la télé, qui a porté pendant 9 jours ou 14 jours le maillot jaune, porte également nos lunettes. Et après, on a des coureurs individuels. Dans différentes équipes, on a une cinquantaine de pros qui portent soit nos lunettes, soit nos casques. Et le dernier en photo, c'est Patrick Lange qui a gagné 2 fois l'Ironman d'Hawaï, qui est champion du monde de triathlon longue distance, qui porte le casque Ecoy, les lunettes Ecoy. C'est un Allemand qui est connu mondialement puisqu'il a gagné 2 fois Hawaï et qu'il est détenteur du record d'Hawaï, c'est-à-dire que c'est le triathlète qui a le meilleur temps sur Hawaï depuis la création de l'Ironman. Voilà, donc ça c'est un peu notre vitrine. Ces gens-là véhiculent la marque Ecoy, soit les casques, soit les lunettes, soit le textile, partout dans le monde, puisqu'on les voit partout dans le monde. Et on est très fiers de pouvoir équiper ces coureurs. Alors Ecoy, c'est une marque que j'ai créée en 2001. De 2001 à 2018, on est passé d'une petite PME qui faisait 1 million d'euros à là, on va terminer à 20 millions cette année, enfin à fin août. Et on expliquera un peu pourquoi
le numérique a été déterminant dans cette croissance exceptionnelle. On a réalisé une vidéo. Alors, je ne sais pas si le son va être assez fort depuis mon ordi. On va tenter. Qui explique un peu la transformation numérique de Ecoy. Alors, ouais. On n'entend rien. Bon, donc on va passer directement aux questions. Et couper sur l'ordi. Transformation numérique, c'est bien. Hop là. On va essayer comme ça. Pas tellement mieux. Hop là. Bon, c'est pas grave, on va le faire en live. Alors. Du coup, on va vous le faire en live. Mais en gros, c'était une vidéo Fast and Curious pour ceux qui connaissent. 2 choix, 2 alternatives. Il faut répondre rapidement. C'est un nouveau format. Et ça expliquait en fait la transformation numérique d'Ecoy. Du coup, on va le faire en live. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup quel a été votre déclic pour passer au numérique? On a créé la marque en 2001 et de 2001 à 2008, on travaillait avec un réseau traditionnel, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des détaillants, des grossistes, des distributeurs, des chaînes de sport. On travaillait avec tous les acteurs du marché, avec certaines difficultés. En effet, on travaillait avec Decathlon. Decathlon, c'était chaque année une remise en cause. GoSport, c'était très très difficile de développer des produits avec eux. Intersport, on développait bien, mais on n'avait pas assez de marge. Les grossistes ne stockaient pas assez parce que les détaillants étaient déjà en 2001 avaient déjà des difficultés. Dans le monde du vélo, je parle. Et bref, on se heurtait à une distribution un peu à l'ancienne, un business model à l'ancienne, et ce qui était très très difficile. En 2008, on a créé ce site internet un peu par hasard. Par hasard, parce qu'en 2008, on se disait toutes les marques doivent avoir un site pour expliquer ce qu'elles font et pour avoir une certaine image. Donc on l'a fait vraiment par hasard et de façon très très artisanale. La deuxième étape, ça a été de mettre des produits sur ce site parce qu'on s'est rendu compte que si on ne vendait pas de produits, on avait peu de visites sur le site. Donc on a mis des produits sur le site. C'était également vraiment très très artisanal. Si on regardait les captures d'écran de l'époque, ça nous ferait sourire ou bondir maintenant, parce qu'on a vraiment bien évolué depuis, mais ça a été les premiers pas. Et en 2008, on fait 50 000 € de chiffre d'affaires, alors qu'on devait faire à peu près 1 million d'euros au global. Je me suis dit, c'est pas mal, c'est un petit complément, c'est pas si mal. L'année d'après, on fait 500 000 €. Je dis 500 000 €, ça représente 50% de notre chiffre global, puisqu'on faisait 1 million à l'époque. C'est plus que bien. En plus, on est payé rapidement. On fidélise les clients, parce que contrairement à ce qu'on croyait, on a un contact direct avec les clients, grâce aux mails, grâce aux appels téléphoniques, ou grâce aux témoignages qu'ils pouvaient laisser sur le site. Donc, on s'est dit, 500 000, c'est pas mal. Et en 2010, on a fait 1,5 million. Donc, on a vraiment basculé parce qu'on était plus Internet que notre distribution traditionnelle des Decathlon, GoSport et les grossistes. Et c'est là où on a fait un choix en équipe avec Alban, notamment, qui est le créateur du site, qui a créé notre site en 2008 et qui est toujours là et qui est responsable de tout ce qui est numérique chez Ecoy. On s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec les autres, avec tout ce que ça représente d'incertitude, de contraintes? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire son petit train-train et évoluer comme dans ce milieu qui nous tend les bras, quoi. Et donc en 2010, on a décidé d'être 100% web. Donc on a arrêté avec tous les autres et c'est là que l'aventure a commencé, puisque de 1,5 million en 2010, on est arrivé à 20 millions maintenant. Au moment de vous lancer, quels étaient vos doutes, justement, vos craintes pour passer au numérique? En fait, nous, le problème et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on ne savait pas à quoi on se heurtait, clairement. On a fait le site, on a évolué de façon un peu empirique, sans s'imaginer qu'on s'attaquait à un gros challenge, et que le challenge serait de plus en plus gros, parce que maintenant, il y a énormément de concurrence, il y a énormément de techniques, et que
je pense que maintenant, si on devait commencer à ce jour, on ne pourrait pas faire ou on ne ferait pas. Et donc, voilà, on a commencé sans savoir à quoi se challenge, quoi, sans prendre la mesure du challenge. Et, mais après, c'était vraiment tentant quand même, hein, puisque quand on voyait nos chiffres des clients, le chiffre d'affaires qui progresse, mais surtout de nouveaux clients qui adhèrent et qui cautionnent cette démarche, c'est ça qui nous encourage. C'est ça vraiment qui nous encourage et qui nous a poussé à aller de l'avant. Vous en avez un peu parlé, mais du coup, quel domaine le numérique influence-t-il pour votre business? Est-ce que c'est plutôt l'organisation, les process internes, l'expérience salariée? Est-ce que c'est plutôt la relation client, la connaissance du client, la proximité client, l'expérience client? Est-ce que c'est plutôt votre proposition de valeur en elle-même, les produits que vous offrez? Et est-ce que c'est votre relation avec les partenaires, les distributeurs, etc., fournisseurs? Non, alors nous, clairement, notre expérience numérique, c'est le site web qu'on a créé, la marque qu'on a réussi à développer grâce à ce site web. Et ça a été vraiment, ça nous a ouvert un nouvel horizon, car le site nous a permis de présenter toute notre gamme de produits comme on le souhaitait. Quand on a un distributeur, bien évidemment, le distributeur présentera les produits qu'il a sélectionnés et ne présentera pas obligatoirement les produits qu'on veut mettre en avant. Là, on présentait les produits qu'on voulait mettre en avant, les produits qui intéressent les consommateurs. Et donc ça, c'était un gros avantage. Ensuite, j'ai parlé du contact client. Contrairement à ce qu'on peut croire, Internet, c'est vraiment, on a une proximité avec le client qui est réelle parce que on est d'abord très réactif. Si on a un témoignage d'un client négatif, on lui répond le jour même. Si il y a un problème avec un produit, le consommateur nous le fait savoir. Donc on peut réagir vraiment très rapidement. Donc on apprend à connaître nos clients et à mieux les satisfaire. Donc ça, c'est formidable. Ensuite, de Fréjus, là où les produits sont basés, on est capable maintenant de vendre partout en Europe. Et ça, c'est formidable. Imaginez qu'avec une distribution traditionnelle, on soit obligé d'ouvrir des points de vente dans toutes les capitales de l'Europe. C'est infaisable pour nous. Là, on arrive à avoir combien de clients, Alban? Plus de 100 000 qui sont partout dans l'Union européenne. Avec un réseau traditionnel, jamais on n'aurait pu avoir cette dimension-là. Et qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour passer au numérique maintenant avec le recul que vous avez? Clairement, on aurait pu gagner énormément de temps si on s'était fait conseiller ou avoir l'appui de spécialistes dans le numérique. Clairement, on aurait gagné énormément de temps et on se serait développé encore plus vite. Et du coup, j'imagine qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle et qui sont un peu dans votre situation, à l'époque. Quels conseils vous leur donneriez si vous voulez opérer une transformation numérique? En tout cas, je parle vraiment de transformation numérique encore par rapport à notre site web. Si vous souhaitez travailler en direct avec les consommateurs par l'intermédiaire de votre site, je pense qu'il faut y aller. Si vous sentez que le potentiel est là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Parce que ce que je disais ce matin à notre cabinet comptable, nous, si on n'est pas bon, c'est notre faute. On ne dépend pas d'un réseau de détaillants qui ne nous paye pas. On ne dépend pas d'un réseau d'acheteurs de grande distribution qui ne nous référence pas. Si on n'est pas bon, c'est nous. Les produits, c'est qu'on n'a pas fait des bons produits, c'est qu'on n'a pas su promouvoir nos produits, c'est qu'on n'a pas su livrer correctement en temps et en heure. Donc on est seul responsable de notre réussite ou de nos échecs. Il y a des places encore un peu... parce que là, je vois qu'il y a pas mal de rentrées et sorties. Il y a encore 3 places là, 2 places ici, une place là-bas, une place encore au fond. Allez-y. Du coup, on va passer à ce qui... Merci beaucoup, Jean-Christophe. Bonjour. On parle d'accompagnement des entreprises. Comment vous vous êtes fait accompagner? Parce qu'au départ, vous dites que vous n'êtes pas fait accompagner, mais derrière,
Donc, comment vous êtes fait accompagner pour effectivement aller plus vite quand vous avez vraiment saisi toutes les opportunités qui étaient possibles? Alors, nous, on se fait accompagner, on est une PME, on est 33 personnes. Donc c'est sûr qu'en interne, on n'a pas les compétences pour régler ou se développer comme on le souhaiterait. Donc on fait appel à des consultants extérieurs. Des consultants extérieurs qui sont spécialisés dans leur domaine et qui nous aident sur ce qu'on ne sait pas faire en interne ou ce qu'on n'a pas le temps de faire en interne. Donc on a... C'est pas valable que pour le numérique, hein, c'est valable aussi pour le développement produit. Donc à partir du moment où on a des produits techniques et des challenges à aller chercher, en général, on va chercher des consultants spécialistes. On va peut-être passer pour... Ah, une autre question. Oui. Les questions, on les prendra à la fin. Donc on va peut-être passer à la suite parce que effectivement la question accompagner, comment vous accompagnez, c'est ce qui ressort. Hein. Donc c'est ce qu'on doit vous présenter maintenant avec Rising Sud. Donc la directe a considéré le rapport du Conseil national du numérique qui porte sur des actions opérationnelles pour aider les entreprises justement aujourd'hui à améliorer leur dispositif numérique et leur modernisation dans ce domaine. Donc c'est pourquoi la Directe a contacté Rising Sun pour développer un programme. Et donc c'est ce qui va vous être présenté maintenant. Il faudra retenir deux choses. Des éléments statistiques pour vérifier les besoins des entreprises de la région, et puis un diagnostic, un accompagnement qui est en cours, où je crois que vous pouvez encore candidater, et enfin un dispositif, je vous dis ça parce que si on n'a pas le temps de terminer, vous aurez tous les éléments, un dispositif national qui s'appelle France Numérique, qui est un site d'information réseau, où vous allez à la fois trouver les financements, les accompagnements, les offres des consultants qui peuvent vous accompagner et des exemples d'entreprises. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, avec la Directe, on a mené un travail pour essayer de connaître en fait notre territoire, les besoins de nos entreprises, qui elles étaient. Et pour ça, on s'est appuyé sur des travaux de BPI France. On a eu des données en exclusivité sur les entreprises de notre région et on a établi 3 profils. 3 profils d'entreprises. Le premier, c'est les sceptiques. Les sceptiques, ce sont qui ? Ce sont des entreprises qui n'ont pas de vision de leur transformation digitale, qui sont même franchement, on va dire, sceptiques, comme son nom l'indique, et qu'il s'agit d'inciter à initier cette transformation numérique. Pour eux, il faut des actions de sensibilisation. Et ça, c'est très bien fait par nos partenaires de l'ACMAR. Je crois qu'il y a Sabine Strock qui est dans la salle. Elle est au fond, voilà. Il y a aussi les réseaux CCI, etc. Et ça, c'est très important, tout le travail qu'ils mènent sur le territoire. Ensuite, il y a les apprentis, 41%. Eux, ils ont une vision, mais ils n'ont pas de feuille de route de leur transformation digitale. Alors l'important, c'est de structurer cette feuille de route. Donc, ce sont eux la cible de nos accompagnements. Et si vous êtes ici dans cette salle et que chef d'entreprise, c'est que vous êtes des apprentis finalement. Il n'y a pas besoin de passer parmi les 12 critères du questionnaire, c'est que vous avez cette appétence, vous avez cette envie de vous transformer, en tout cas d'en savoir un peu plus. Et vous attendez juste qu'on vous aide à structurer votre projet. Et puis le dernier, ce sont les conquérants. Ecoy en est un très bon exemple. Ce sont ceux qui ont une vision, une feuille de route et qui ont peut-être parfois un besoin de fédérer les équipes. Quand ce n'est pas le cas, là, on a ici une équipe qui, je pense, est toute entière acquise à la cause, mais ce n'est pas le cas forcément. Parfois, le dirigeant, chef d'entreprise, se retrouve seul, parfois comme dans toute transformation, il y a forcément des freins. Et là, eux, nous, on les pense comme des influenceurs. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Ecoy, c'est un influenceur. Et on a besoin de gens comme eux. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle se caractérise par une prégnance des entreprises aux extrémités du spectre. Donc, il y a beaucoup plus de sceptiques et de conquérants que dans les autres régions. Et du coup, par conséquent, il y a un peu moins d'apprentis que dans d'autres régions.
Donc ça, ce sont les constats que j'ai énoncés, précédemment. Et c'est comme ça que nous, on analyse à Rising Sud les différentes typologies et ce à quoi on pense qui se définissent. Alors, du coup, on a aussi analysé les freins à la transformation numérique. Il y en a plusieurs qui dépassent les 20%. Il y a toute une partie que moi j'appelle ressources internes. C'est la complexité du sujet, le manque de moyens financiers, le manque de compétences en interne, la résistance au changement en interne. Et puis il y a toutes les ressources externes qui sont manquantes, qui sont donc par exemple les difficultés pour trouver le bon partenaire. Et nous, dans le programme qu'on a imaginé en partenariat avec l'ensemble des réseaux du territoire, c'est un programme qui permet justement de répondre à l'ensemble de ces freins. Pour les ressources internes manquantes, on a pensé un programme qui prenne le point de vue du chef d'entreprise. Le point de vue, c'est penser organisation, c'est penser relation client, c'est penser proposition de valeur, c'est penser relation partenaire, plutôt que parler de transformation numérique où c'est complètement abstrait et ça ne veut absolument rien dire à un dirigeant. On a aussi voulu apporter un soutien financier. C'est la Direct qui apporte ce soutien financier et technique. On fait appel à des experts dans chacun des domaines que j'ai cités. Et enfin, pour la confiance dans les partenaires qui accompagnent, on mobilise des pairs, donc ECOI là aujourd'hui sur ce forum, mais on a aussi Follow Racer, une entreprise des Hautes-Alpes. C'est un photographe sportif qui a complètement changé sa proposition de valeur en intégrant une puce pour pouvoir suivre les coureurs qu'il prenait en photo. Et du coup, il y a plein de possibilités qui en ont découlé, notamment le tracking des performances, etc. Donc on a ces pairs-là, et puis on a les experts qu'on a sélectionnés après un appel d'offres. J'en parlerai plus tard. Donc voilà, ce programme, on vise à recruter 12 PME et TPE de la région et les aider dans leur numérisation sur ces 4 thématiques que j'ai abordées: proposition de valeur, relations clients, organisation, relations avec les partenaires. En quelques mots, donc, échanger avec des pairs et des experts. Je les ai cités, Follow Racer, donc ce photographe, mais aussi Immobilière de l'Arc, qui, eux, ont changé par le numérique leur relation client. Et on a un expert de Paris, Vivien Pertuiseau, qui vient spécialement pour la masterclass d'ouverture. Et puis toute une partie audit et conseil, auditer l'existant, et ensuite conseiller pour améliorer et accélérer sa croissance par le numérique avec nos 3 partenaires, Digital Village, le consortium mené par Perfeo qui s'appelle avec Nextia et Air2Lab, et Axéo. Donc voilà, il vous reste un jour, parce qu'on a prolongé un peu la deadline, parce que la masterclass commence mardi. Donc déjà, exclusivement pour ce forum, on a fait des délais extrêmement courts. Donc il vous reste un jour. Le formulaire est très 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 court à remplir. Ça prend même pas plus de 5 minutes. Et ça peut tout changer. Et rien que ça. Et la seule contrepartie, c'est la Direct ne va pas tout payer. Il faudra quand même une contribution de 1 000 € pour l'ensemble de ce programme. Qui comprend donc 2 masterclass, une de lancement et une de clôture, 3 jours d'accompagnement et un audit. On a fait une première sélection, il doit rester 6 places. Donc allez-y. Pour déposer votre candidature, notre site, Rising Sud, accélérer votre croissance avec le numérique. Et je vous ai fait passer dans les rangs ma carte de visite, parce que c'est moi qui pilote ce programme. Donc Mathilde Mauvais, chargée de mission innovation Rising Sud. Vous pouvez m'écrire à mmauvais@risingsud.fr. Mon nom de famille est très facile à se souvenir. Donc pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc je passe la parole à Françoise pour parler de France Num. Je vous l'avais dit, on allait parler de France Numérique. Donc, c'est un dispositif complémentaire au dispositif régional. Lui, il est national. Vous verrez sur ce site énormément d'informations, puisque l'idée, c'était bien de mettre en commun des éléments qui permettront donc de répondre aux besoins des entreprises, essentiellement des TPE. J'appuie sur le petit bouton pour changer de slide. Voilà, ben voilà, j'y suis, je sais faire. Donc, on ne redit pas les évidences. On sait déjà que le défi majeur pour les entreprises, c'est effectivement le numérique. On a tous vu les intérêts que cela pouvait apporter aux entreprises, notamment au travers de l'exemple de Ecoy. Donc, on sait que c'est un besoin indispensable pour nos TPE d'y passer. Donc, effectivement, France Num, c'est une co-construction entre l'État et les régions. Il s'agit bien là d'aider à la transformation numérique des PME. Alors, comme disait tout à l'heure Mathilde, transformation numérique, ça veut un peu rien dire, mais c'est le vocable dont vous entendrez parler. Avec un projet de sensibilisation de 100% des PME d'ici octobre 2021 et 1 milliard de prêts distribués d'ici octobre 2021 aussi. Bien sûr, un comité de pilotage national qui vérifiera les indicateurs et l'avancée du programme. Voilà les outils clés. Donc, la plateforme collaborative France Num dont je vous ai déjà parlé. Et un autre outil qui est en train de se mettre en place, c'est une offre de financement adaptée aux besoins des entreprises. On va passer au slide suivant. Voilà une page commentée de France Num et vous voyez la liste des outils auxquels vous pouvez accéder, trouver un financement pour son projet, obtenir une recommandation selon son secteur d'activité, consulter des témoignages, recevoir des conseils personnalisés, trouver des conseillers de qualité et repérer des éléments et des lieux innovants dans sa région. Je pense que c'est l'outil maître qu'il faut avoir absolument sur son bureau d'ordinateur. Alors, sur le sujet du financement, la Commission européenne est en train de voir avec la Banque d'investissement et les partenaires bancaires français la manière dont les prêts pourront être garantis. Vraisemblablement, nous en saurons plus à la fin de l'année. Vos représentants, vos correspondants bancaires sauront à ce moment-là mieux vous aiguiller et vous informeront directement des prêts et des garanties qui pourront exister. De toute façon, vous serez informés par ce réseau. Voilà, pour l'instant, le dispositif n'est pas complètement arrêté, mais d'ici la fin de l'année, nous en saurons plus. Voilà, les coordonnées de France Num, à la fois les coordonnées au niveau national de la Direction générale des entreprises qui suit le projet, les coordonnées de mon collègue qui aurait dû être là, Jean-François Robert, @direct.gouv.fr, vous pouvez prendre note éventuellement, et puis tous les moyens pour vous connecter sur France Num, à la fois Twitter, à la fois Facebook, et le site, bien sûr. On peut passer aux questions si vous en avez. J'ai déjà une question ici. Bonjour. C'était une question pour le dirigeant d'Ecoy. C'était par rapport à tout à l'heure, la discussion qu'il avait lors du passage numérique de l'entreprise. J'aurais voulu savoir si vous avez été mis en relation avec une marketplace, par exemple, maintenant que ça se développe. Est-ce qu'on a pris contact avec vous pour que vos produits figurent sur ce genre de réseau de vente? Et aussi juste savoir si, par exemple, c'était à ce jour que vous deviez vous développer, si vous adhéreriez à ce mode de vente ou pas, pour savoir si ça pouvait être un outil à ce jour pour vous. Merci. Bonjour. Du coup, oui, on est souvent sollicité maintenant que, alors très peu au début, mais maintenant que la boîte a cette taille-là, on est très sollicité. En fait, c'est un choix, on l'a pas fait.
On ne le fait pas par toujours dans la même chose que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire de maîtriser la totalité. Donc être référencé sur une marketplace, c'est être noyé avec d'autres marques qui peuvent être des marques haut de gamme, bas de gamme, etc. On est un peu noyé. Nous, on est maître de notre communication, de nos offres. Donc le côté marketplace, c'est un levier pour aller chercher des nouveaux clients. On estime qu'on peut le faire d'une autre manière sans passer par un intervenant. On limite en fait le nombre de prestataires. On s'est entouré de prestataires et de consultants sur des métiers comme tout à l'heure, comme ce qui a été dit sur ce qu'on ne sait pas faire. Le plus souvent possible, on internalise tout. En fait, pour maîtriser, pour aller plus vite et puis parce qu'on change tout le temps, c'est-à-dire que c'est une force et une faiblesse. On n'est pas dans les standards, je pense. On a un site internet comme des milliers, mais par contre en interne, on fonctionne un peu au jour le jour, on réajuste, on corrige, etc. Et on ne peut pas être dépendant d'une marketplace ou d'une boutique, autre, sous quelque forme qu'elle soit, quoi. Parce que en fait, voilà, on aurait plus la main, on serait moins réactif. Aujourd'hui, nous, c'est 1 à 2 offres tous les jours. Sur lesquels voilà, on maîtrise la communication. Donc voilà, c'était un choix, on est souvent sollicité, mais ça pas, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Sans parler du coût que ça a, parce qu'à chaque fois, voilà, c'est des commissions, c'est des choses comme ça. 8 à 10, non? Ouais, c'est énorme suivant la place. Et après, ils vous mettent en avant plus ou moins, quoi. C'est ça. Le truc. C'est toujours pareil. Après, on dépend de quelqu'un qui dit plus vous payez, plus on vous met en avant. Et c'est pas notre politique. Moi, je pense quand même que ça peut permettre de démarrer parfois. Parce qu'il y a des sociétés qui s'en sont servies et qui après sont devenues indépendants. Invisible, ça vaut peut-être le coup de démarrer avec un levier comme ça qui permet d'être visible, mais d'être visible. Et, le plus souvent possible, essayer de reprendre ça en interne. et des sociétés qui s'en sont servies pour se développer à l'international. Aussi, voilà, c'est ça. Voilà. La bascule à l'export se fait beaucoup avec ça, mais c'est voilà, souvent pour aller à l'export, etc. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas dépendre d'un prestataire, je pense, ou d'une marketplace. Il faut être le plus souvent libre de tout. Donc, il faut s'en servir comme un levier publicitaire et après, le plus possible, reprendre la main. Souvent, je pense que c'est dur aussi de passer par une marketplace et d'après d'arrêter, honnêtement, parce que ça peut vite représenter un gros pourcentage de CA. Le jour où on se dit qu'on n'a plus la main, on se retire et ça, potentiellement, on repart de zéro. Donc, finalement, à voir comment on se sert des marketplaces, quoi. Je ne pense pas qu'il faut aller. C'est pas une source de CA. Je pense que c'est un levier de visibilité, c'est tout. Bonjour, Sabrina Dorive. Ça me fait réagir parce que Max Commensal, qui est aussi dans le vélo, a fait exactement comme vous et avec le même succès. Donc, est-ce que vous pensez que dès qu'on a un marché de niche, y aller en fait sans marketplace, sans faire il fait carrément pas de publicité Google Ads, il a vraiment tout misé sur l'investissement sur les sportifs. Est-ce que vous pensez que plus on est sur un marché de niche, plus ça fonctionne en fait d'avoir parce que vous avez quelque part cette communauté. Encore faut-il la trouver, mais si on fait le travail via des blogs, via les réseaux sociaux, enfin, comment faites-vous, vous, pour bien fédérer cette communauté ? Merci. Oui, en effet, Max Commensal, c'est quelqu'un que moi j'ai connu il y a plus de 30 ans, je crois, quand il avait la marque Sun. Et Commensal, c'est un peu comme Ecoy, sauf que lui, il a ouvert la voie. Et déjà à l'époque, il était très, très, très communautaire. Donc lui, il a pu se passer, en fait, grâce à il était connu, parce que c'était presque un gourou. Il avait déjà ses fans, parce que Max était quand même autant que Sun, hein, que la marque qu'il avait créée. Et donc, ça a été plus facile pour lui de dire OK, de faire ce virage comme il l'a fait. Mais en effet, il y a vraiment une similitude entre Commensal et nous, ce qu'on a fait, tant en termes de sponsoring qu'en termes de présence sur le terrain, de proximité avec les consommateurs et de passion aussi avec le produit. C'est ce qui fait aussi la différence. Et je dirais que c'est un excessif, Max Commensal. Donc, le contact client, c'est très très important pour lui. Déjà à l'époque, quand il travaillait avec son réseau détaillant, il souhaitait rencontrer ses clients sur les salons et donc avoir un contact direct. Et je ne suis pas étonné qu'il ait pris ce virage Internet pour pouvoir être encore plus proche de ses clients. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein. Oui, je pense. Après, je te laisse parler. Ouais, moi, je pense que oui, pour revenir à la communauté, c'est ce qu'on s'était rendu compte au début à la création de la marque. C'était le bouche à oreille, nous, qui a été un levier, et notamment sur le terrain, parce qu'au début, le site internet n'était pas visible, était petit, etc. Et en fait, Jean-Christophe, qui était le PDG de la marque, était sur le terrain, allait sur les stands, allait voir les clients, etc. Et en fait, ces clients-là devenaient des commerciaux pour nous, parce qu'ils étaient emballés, ils étaient conquis.
Et donc, en fait, ils allaient se déplacer. Et pour parler de virage numérique, on s'est rendu compte que ça valait le coup d'aller là-dessus aussi sur la partie client, sur le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du temps d'aller sur les stands, etc. Alors on continue, le relationnel téléphonique, etc. Mais ça prend du temps. Et en fait, le pouvoir de l'informatique et du numérique là-dessus, c'est très très fort. Et donc nous, on est plusieurs à bosser sur ça en interne, sur la fidélisation client en fait, qui se fait alors via du réseau social, des choses comme ça. Mais même nous en interne, avec nos propres outils de relance, on essaie de connaître on a beau être des milliers de kilomètres d'un Italien ou d'un Espagnol ou d'un Japonais même qui achète chez nous, on le connaît. On sait quel âge il a, on sait comment il roule, on sait qu'est-ce qu'il achète, on sait jusqu'où il peut aller, on sait s'il va pouvoir nous faire de la publicité ou pas, etc. Donc en fait, l'idée c'est que grâce au numérique, c'est essayer de connaître son fichier client le mieux possible. Et en fait, les fidéliser, ça prend du temps, les contacter, leur répondre personnellement. Leur envoyer des offres qui sont dédiées à eux et qui leur ressemblent, ça permet de les conquérir et de les conserver en fait. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller potentiellement chercher des clients et de se battre, aller chercher des clients à droite à gauche via une marque ou via une plateforme, etc., qui ne va pas faire le job pour nous parce qu'ils vont mal le faire puisqu'ils ne connaissent pas en interne. On est les mieux placés pour savoir comment l'attraper le client. Et on sait que ça va très vite à perdre un client en fait. C'est très compliqué à gagner, mais ça va très vite à perdre. Donc en fait, nous, on axe beaucoup sur la relation client, sur la fidélisation. On a des programmes, on a mis en place des programmes fidélité sur leur fidélité, leur manière de nous contacter, de communiquer sur les réseaux, etc. Et en fait, nos clients sont nos commerciaux globalement, quoi. Voilà. Merci de me redonner la parole. Pour aller dans ce sens-là, comment vous sélectionnez vos influenceurs digitaux? Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Quand on voit des personnes comme ceci, sont-ils tous des utilisateurs des moyens numériques? Parce que là, ça crée vraiment une démultiplication. Hein. Avant, on appelait ça les leaders d'opinion. Maintenant, on va les appeler les influenceurs, mais l'objectif est le même pour une entreprise. Hein, c'est de faire en sorte que ça aille plus vite et plus loin. Sur les athlètes, vous parlez? Sur les sponsoring? Le sponsoring, ça a toujours été, chez nous, le sponsoring, ça a toujours été un gros poste, c'est de l'image. On n'a pas d'influenceurs qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. On part du principe que, voilà, les athlètes, c'est plus ça. Après, les athlètes, le choix des athlètes, c'est d'abord pour développer les produits. Parce que si on veut faire des produits techniques, il faut avoir l'avis de champions ou de gens qui roulent beaucoup. Donc ça nous aide à développer les produits. Après, bien évidemment, c'est une vitrine, puisqu'on les voit sur les courses, ils roulent tous les jours, ils sont vus et ils véhiculent l'image de la marque. Donc ça, c'est très très important d'avoir quelqu'un qui soit ouvert, sympa et qui a une bonne image, même s'il ne gagne pas tout le temps, qu'il ait une bonne image vis-à-vis des autres. Et après, ça, c'est notre vitrine, mais le client qui nous achète un produit et qui est content du produit, indirectement, c'est un influenceur. Parce que quand les cyclistes roulent en peloton, on lui demande qu'est-ce que tu penses de ton casque Ecoy. S'il est satisfait du produit, du délai de livraison et de la réactivité de la marque, bien évidemment, il dira du bien de nous et il fera notre publicité, naturellement. Cet atelier s'arrête là, je crois, si vous n'avez plus de questions, en vous remerciant de votre participation et votre présence. Bonne fin de salon.